Messieurs, dames les députés, vous êtes priés maintenant de vous asseoir. Nous allons poursuivre. J'invite maintenant Madame la Première ministre à prononcer le discours d'ouverture de cette 3e session de la 43e législature. Madame la Première ministre. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Madame la chef du 2e groupe d'opposition, Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, chers invités, chers Québécois et Québécoises, depuis à peine quelques semaines, le Québec a un nouveau souffle. Des décisions se prennent, des projets s'entreprennent, des annonces sont effectuées, des actions sont posées, des vrais changements sont réalisés. Madame la Présidente, avec notre nouveau gouvernement, le Québec a une nouvelle vision et de nouvelles ambitions. Dans l'histoire de notre Assemblée nationale, c'est la 2e fois qu'une femme prononce un discours d'ouverture. La première fois, c'était en 2012, il y a 14 ans. La première ministre du Québec était alors Mme Pauline Marois. En 2012, elle brisait un plafond de verre. Elle devenait la première ministre du Québec. Avec elle, on a montré qu'au Québec, tout est possible pour les femmes. Elles peuvent occuper la plus haute fonction de notre nation. Ça me rappelle tout le chemin qu'on a parcouru grâce à nos pionnières. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Forget-Casgrain, qui, après de nombreuses tentatives, ont obtenu le droit de vote des femmes en 1940. Marie-Claire Kirkland-Casgrain, oui. Marie-Claire Kirkland-Casgrain a été la première femme députée en 1961, puis la première femme ministre en 1962. Lise Bacon, qui est devenue la première vice-première ministre en 1985. Et d'autres pionnières nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Elles sont dans nos tribunes, Madame la Présidente. Il y a Madame Sophie Thibault, qui est devenue en 2002 la première femme chef d'antenne à œuvrer en solo au Québec et en Amérique du Nord. Il y a également eu Mme Monique Leroux, qui est devenue en 2008 la première femme à avoir dirigé une grande institution financière. Il y a Mme Michèle Audet, qui est devenue en 2021 une des premières femmes Innu à être sénatrice au Canada.
et Mme Dominique Savoie, qui est devenue en 2023 la première femme à occuper la fonction de secrétaire générale et greffière du Conseil exécutif du Québec. Il y a aussi notre ministre des Ressources naturelles et des Forêts, qui est devenue en 2022 la première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, il y a eu notre législature, qui a fait élire le plus grand nombre de femmes de toute l'histoire du Québec. La première ministre Marois, qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, m'a écrit « Chaque fois qu'une femme occupe un poste d'envergure, ce sont toutes les femmes qui y gagnent. » Et j'ajouterais que chacune d'entre elles élargit la voie de passage également. Je ne peux qu'être d'accord avec elle, les femmes ont leur place en politique et dans tous les secteurs de notre société. Leur voix doit être entendue dans les plus hautes sphères du pouvoir. En tant que première ministre du Québec, j'ai un message que j'adresse à toutes les Québécoises. Plus que jamais, tout est possible. Lors de l'assermentation de notre gouvernement, j'ai évoqué le nouveau monde dans lequel on vit. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le monde change profondément. Il est incertain puis il se transforme très, très rapidement. La guerre tarifaire fait très mal à notre économie. Puis elle nuit à la stabilité, tout comme à la prévisibilité. Les guerres en Ukraine, en Iran, au Moyen-Orient ont des répercussions jusqu'ici, en particulier sur le coût de la vie. L'intelligence artificielle promet le meilleur comme le pire. Les réseaux sociaux polarisent nos sociétés et les géants du numérique rendent notre culture invisible. Quand j'ai constitué notre nouveau gouvernement, j'ai été très claire. Face au brouillard ambiant, on a choisi de bâtir l'avenir et d'avancer plutôt que de reculer et refaire le passé. Mais pour bâtir l'avenir, pour avancer, une chose est cruciale. Notre nation doit prendre son avenir en main. Tous les Québécois, on doit prendre notre avenir en main. Chacun de nous, on doit faire notre part. On doit s'adapter, puis s'adapter rapidement, parce qu'il y a urgence d'agir. Aujourd'hui, je présente le plan de notre nouveau gouvernement pour permettre à notre nation de prendre son avenir en main. Mais avant de préciser nos priorités, je vais être transparente avec tous les Québécois. Il y a peu de temps d'ici les prochaines élections. Devant nous, on a 5 semaines de travaux parlementaires. On ne pourra pas tout changer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va maintenir la cadence. On doit faire le maximum pour les Québécois, puis on va faire le maximum pour les Québécois. Dans les semaines qui viennent, on va se concentrer sur 5 priorités. Premièrement, le coût de la vie. Deuxièmement, l'économie. Troisièmement, les infrastructures. Quatrièmement, les services. Et cinquièmement, l'identité. Notre première priorité, diminuer le coût de la vie. Depuis plusieurs années, la vie coûte de plus en plus cher. L'essence, l'épicerie, le loyer, l'hypothèque, puis j'en passe. Rien n'est épargné. Et l'inflation, ça concerne tout le monde. Les familles, les aînés, les jeunes. D'ailleurs, le prix des maisons a beaucoup augmenté. En fait, en 10 ans seulement, il a plus que doublé. Réalisez-vous, plus que doublé. À cause du coût de la vie, on constate que de plus en plus de jeunes ont de la difficulté à accéder à la propriété, à devenir propriétaires. Je pense entre autres à de jeunes couples qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent fonder une famille. Malheureusement, l'accès à la propriété, il est de plus en plus difficile au Québec. Bien des jeunes ne réussissent pas à s'acheter une maison.
Pour beaucoup d'entre eux, en fait, c'est carrément hors de portée. Et puis, pire encore, il y en a certains qui se résignent à l'idée de devoir oublier ça, puis convaincus de devoir renoncer à leur rêve de devenir propriétaire. Et dans le passé, je l'ai dit fréquemment, au Québec, on a besoin d'une économie de propriétaires. Puis quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on doit permettre à un maximum de Québécois de devenir propriétaires. On doit leur permettre de bâtir leur patrimoine avec la propriété foncière, comme leurs parents l'ont fait avant eux. On doit aussi leur permettre de réaliser leur rêve de devenir propriétaires, comme leurs parents l'ont fait avant eux. Dès la première semaine de mon assermentation comme première ministre, notre nouveau gouvernement a agi pour faciliter l'accès à la propriété. On a annoncé qu'on allait rembourser une part importante de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Et ce remboursement va pouvoir atteindre jusqu'à 5 875 $. Et au moins 38 000 Québécois vont en profiter chaque année. Mais la réalité, c'est que même lorsque nos jeunes s'achètent une maison, ils ont du mal à faire face au coût de la vie. Surtout les premières années. Ils doivent concilier leurs dépenses quotidiennes avec l'hypothèque. Ils vivent une pression financière qui est vraiment très importante. Parlez-en à Rosie et à William. Ils sont avec nous aujourd'hui, dans les tribunes. Rosie et William, en fait, ils forment un couple depuis 6 ans. Rosie étudie à temps plein en enseignement au primaire à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Elle fait aussi du remplacement à temps partiel dans les écoles de sa région. Et de son côté, William travaille comme mécanicien industriel chez Margarine Thibault à Trois-Rivières. Et jusqu'en mars dernier, Rosie et William habitaient chacun chez leurs parents. Ils travaillaient fort, ils rassemblaient leurs économies. Puis ensemble, ils rêvaient de devenir propriétaires pour fonder une famille. Au début de l'année, ils ont pris une grosse décision. Ils ont décidé de faire une offre d'achat sur une maison à Bécancour. En mars dernier, leur offre d'achat a été acceptée et ils sont devenus propriétaires. Et c'est une excellente nouvelle pour Rosie et William. Mais dans le contexte économique actuel, ils ont plus de mal à joindre les deux bouts. Eh bien, Madame la Présidente, notre nouveau gouvernement a choisi de donner un coup de pouce à nos jeunes, Rosie et William, car dorénavant, on rembourse la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs et cette décision-là est rétroactive au 1er janvier dernier. Dès l'automne prochain, Rosie et William vont recevoir des milliers de dollars en remboursement. Avec cet argent-là, on les aide à faire face au coût de la vie. Et avec Rosie et William, on va bâtir l'avenir du Québec. Merci. On doit continuer d'en faire plus pour diminuer le coût de la vie des Québécois. Pour qu'ils aient encore plus d'argent dans leur poche, on va accélérer la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées en places de garde subventionnées. La nouvelle ministre de la Famille s'y attelle présentement. Dès cet été, en fait, elle va publier la liste des milieux qui seront convertis. L'objectif, c'est que dès l'automne, plus de parents profitent du tarif réduit de 9,65 $ par jour et plus de parents puissent retourner au travail. C'est essentiel pour l'émancipation des jeunes familles. Le précédent gouvernement en a fait beaucoup pour aider les Québécois face à l'inflation. L'augmentation des allocations familiales, les baisses d'impôts, baisse de la taxe scolaire, remboursement des lunettes pour les enfants, 2 heures de stationnement gratuit à l'hôpital et bien d'autres mesures. Dans les prochaines semaines, notre nouveau gouvernement va aller plus loin. On va aider les Québécois tout en protégeant nos finances publiques pour les générations à venir. Alors, je vous annonce donc que le ministre des Finances présentera d'autres mesures pour remettre un maximum d'argent dans le portefeuille des Québécois.
penchera notamment sur comment aider les plus vulnérables, comme la classe moyenne. Puis comment compenser les Québécois pour la hausse du prix de l'essence. C'est un mandat important, je compte sur lui pour y arriver, puis les Québécois aussi. Notre nouveau gouvernement va aussi être un bon partenaire avec ses différents interlocuteurs. Partenaire des villes, partenaire des régions, partenaire des Premières Nations et Inuits, partenaire des PME et partenaire du gouvernement fédéral. Si on veut résoudre les crises qu'on traverse, on doit mieux collaborer. Je pense en particulier à la pénurie de logements puis à la hausse de l'itinérance qui se nourrissent mutuellement. Les difficultés financières, c'est l'une des premières causes de l'itinérance. Alors, on doit trouver des solutions plus pérennes à ces enjeux qui, reconnaissons-le, sont très complexes. Alors, je vous annonce que le ministre des Affaires municipales présentera des mesures législatives pour accorder plus de pouvoir aux villes afin d'accélérer la construction de logements abordables. Construire plus de logements abordables, c'est un des moyens pour freiner la hausse de l'itinérance et ça permet aussi aux aînés d'avoir accès à un loyer décent. Et c'est avec les villes partenaires. Et c'est avec les villes comme partenaires qu'on va y arriver aussi. Notre deuxième priorité, c'est propulser notre économie. Présentement, on est trop dépendant des États-Unis. Bon, c'est notre principal marché d'exportation, puis ça va le rester. Mais malgré notre accord, l'ASEUM, notre économie souffre de cette dépendance. Elle souffre surtout du retour de Donald Trump. Avant lui, disons que les États-Unis étaient un partenaire plus fiable. Actuellement, plusieurs de nos industries subissent les contre-coups des tarifs. 50% sur l'acier, 50% sur l'aluminium, 45% sur le bois d'œuvre. Ça fait vraiment très mal à notre économie, et particulièrement, je dirais, à nos régions. Si on veut prendre notre avenir en main, on doit plus que jamais faire preuve de nationalisme économique et ouvrir nos horizons au-delà des États-Unis. L'État québécois, les entreprises québécoises, puis tous les Québécois, on doit être des catalyseurs pour le développement économique, pour propulser notre économie. On a tous ce pouvoir-là. La semaine dernière, je me suis rendue à Washington. Je suis allée défendre les intérêts de notre nation. J'ai rencontré le représentant au commerce du président Trump, Jamieson Greer, un acteur clé de la négociation à venir avec les États-Unis. J'ai rencontré aussi des élus républicains, des élus démocrates. J'ai aussi rencontré l'ambassadeur du Canada qui s'implique dans la révision de l'ASEUM. Et je leur ai tous fait comprendre que les États-Unis ont besoin du Québec. On a les produits, on a les ressources, on a l'expertise, on a l'énergie dont ils ont besoin. J'ai aussi fait à ce moment-là 2 constats. Le premier constat, c'est qu'on doit mieux travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que nos intérêts sont défendus correctement. C'est pourquoi, en vue de la révision de l'ASEUM, notre nouveau gouvernement a nommé Mme Louise Blais comme émissaire du Québec. Elle est chargée de défendre nos intérêts et de travailler avec la négociatrice en chef du Canada. Mme Blais est avec nous aujourd'hui et je tiens à la remercier puis à la saluer. Beaucoup de femmes aux commandes. Le deuxième constat fondamental, c'est que personne n'est mieux placé que le gouvernement du Québec pour parler au nom des Québécois, y compris sur la scène internationale. Autrement dit, le Québec doit coûte que coûte promouvoir et défendre ses propres intérêts à l'international. On doit le faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En ce sens, je vous annonce que le ministre des Relations internationales et de la francophonie va présenter une nouvelle politique internationale pour le Québec. Cette politique sera axée sur la défense de nos intérêts partout dans le monde. Pour notre nouveau gouvernement, l'économie puis l'environnement vont de pair. On doit arrêter de les opposer parce que les deux, en fait, ils sont complémentaires. Et ce qui permet de les rallier, c'est l'énergie. Le Québec, c'est une véritable puissance énergétique, une puissance en matière d'énergie verte. Quoi qu'en pensent des leaders politiques au sud de nos frontières, on doit poursuivre la transition énergétique. Grâce à Hydro-Québec, je suis convaincue qu'on va la réaliser.
Et ce sera bon pour la planète, bon pour notre économie. Le plan d'action d'Hydro-Québec, en fait, c'est le fer de lance de notre enrichissement collectif. Avec ce plan-là, on va doubler notre production d'électricité d'ici 2050. On va investir 200 milliards pour augmenter notre production hydroélectrique, pour construire des éoliennes, pour installer des panneaux solaires, pour rehausser notre efficacité et notre sobriété énergétique. Et en produisant plus d'électricité, on va pouvoir décarboner notre économie. C'est primordial pour l'avenir des prochaines générations. Avec notre plan, on va aussi attirer de nouveaux investissements. On va élaborer des partenariats avec les Premières Nations, les Inuits, dans un esprit de nation à nation. On va aussi inclure les communautés locales, les villes, les MRC. Tous ensemble, on va faire du développement économique régional et du développement énergétique. Ça va être gagnant sur tous les plans. Avec le plan d'Hydro-Québec, on va surtout alimenter la croissance de nos petites et moyennes entreprises, nos PME, le cœur de notre économie. En fait, au Québec, plus de 99% des entreprises sont des PME. Plus de 50% de tous nos travailleurs travaillent dans une PME. Puis 35% de notre PIB est produit par des PME. Elles assurent en fait la vitalité aussi de toutes les régions. C'est important de le rappeler, sont les entreprises les plus durement touchées par les tarifs actuellement. Contrairement aux grandes entreprises, elles n'ont pas les ressources nécessaires pour absorber ce choc-là qui a été très soudain. Et si on veut réduire notre dépendance aux États-Unis, on doit mieux accompagner nos PME. On doit leur permettre de percer de nouveaux marchés et de devenir de plus grandes entreprises. Ça me rappelle l'histoire d'Humano Médical. C'est une entreprise québécoise de Lillet, dans Chaudière-Appalaches, qui fabrique des lits d'hôpital. Un de ses dirigeants est avec nous aujourd'hui dans les tribunes. Il s'agit de M. Ghislain Demers, qui est coprésident de l'entreprise. Humano Médical existe depuis 2012. Et entre 2015 et 2020, l'entreprise a développé un nouveau concept de lit d'hôpital qui a complètement révolutionné le domaine. Ils vendent au Québec et un peu partout en Amérique du Nord. Dans notre réseau de la santé, on utilise des lits de Humano Médical. Et l'entreprise exporte beaucoup aux États-Unis. Mais lorsque les tarifs américains ont été imposés, Humano Médical a décidé de revoir sa stratégie d'implantation aux États-Unis puis d'investir au Québec. Alors, pour augmenter ses parts de marché, l'entreprise a réorienté sa stratégie d'exportation vers le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Asie. Et en même temps, elle a continué d'investir pour l'innovation, pour renforcer sa capacité et sa résilience. Avec Investissement Québec, on a accompagné M. Demers et son équipe dans leur démarche d'expansion commerciale au Canada, mais aussi dans leur croissance au Québec et puis à l'international. Au Canada, on les a mis en contact avec des donneurs d'ordre hospitaliers puis des décideurs publics, des réseaux d'approvisionnement médicaux. On les a appuyés aussi dans leur stratégie d'implantation en Australie. Et pour les aider à se diversifier en Europe, on a soutenu leur recherche de distributeurs potentiels. Puis on continue à les appuyer dans leur croissance mondiale. Aujourd'hui, Humano Médical a réduit sa dépendance au marché américain. Puis en plus, la taille de l'entreprise est passée de petite à moyenne. Ça, c'est du nationalisme économique. Toutes mes félicitations à Humano Médical. Bravo, M. Demers, et bravo à Investissement Québec. Je le disais, durant cette période-là qui est très tumultueuse, on doit mieux accompagner nos PME, comme on l'a fait avec Humano Médical. On doit leur donner plus d'oxygène puis plus de moyens pour s'adapter. Et pour aider les PME, le gouvernement a baissé une première fois leurs impôts en 2021. La semaine dernière, on a fait un pas de plus. On a annoncé une baisse d'impôts immédiate pour 75 000 PME dans toutes les régions du Québec. Chacune de ces entreprises-là pourra garder jusqu'à 5 000 $ de plus dans ses coffres à chaque année. Avec cet argent-là, les PME vont pouvoir réinvestir dans leur croissance. Mais on doit aller plus loin.
Alors, je vous annonce que le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises va poursuivre le travail entamé pour alléger la réglementation applicable aux PME, pour réduire leur fardeau administratif et pour réduire la paperasse à remplir. On doit permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux pour le Québec, créer de la richesse. Avec notre projet de loi sur l'allègement réglementaire, on va aider nos entreprises aussi du secteur forestier. On va accélérer certains processus en environnement et dans le secteur minier. On va aussi introduire une nouvelle politique pour rendre l'État plus efficace pour les entreprises. Et puisque l'État québécois doit être un meilleur levier de développement économique, je vous annonce également que la présidente du Conseil du Trésor présentera sous peu une nouvelle stratégie gouvernementale des marchés publics pour maximiser l'achat québécois dans les contrats publics. Si on veut que nos PME prennent leur avenir en main, on doit les aider sans tarder. On doit garnir leur carnet de commandes, leur donner plus d'ouvrages. Alors, dorénavant, l'État québécois achètera davantage québécois. Bravo. Lorsqu'on parle de nos PME, je pense forcément à nos régions. Toutes nos régions, en fait, nous rendent fiers et prospères. Chacune a sa réalité, ses particularités, puis je dirais sa personnalité. Pour mieux en tenir compte, on a créé le Conseil des régions, qui est présidé par notre nouveau ministre délégué aux régions. Et grâce au Conseil, nos 17 régions auront toujours une voix forte. Mais Madame la Présidente, il y a une région en particulier qui est capitale pour notre avenir économique, capitale pour notre développement national, capitale pour notre vitalité régionale. Et c'est la grande région de Québec. Dans les prochaines années, elle devrait enregistrer la plus grande augmentation de population au Québec. Alors, si on veut planifier notre développement économique, on doit notamment améliorer la mobilité dans la grande région de Québec. D'ici l'automne, on va améliorer la fluidité. Du côté de Québec, on va bonifier le projet de réaménagement de la tête des ponts. Et du côté de Lévis, on va annoncer l'élargissement de l'autoroute 20 sur une plus grande distance. Puis en même temps, on va poursuivre les travaux préparatoires pour le tramway de Québec. En plus de ça, notre nouveau gouvernement a l'intention de construire un troisième lien à l'Est. Je vous annonce donc que d'ici l'été, on va lancer un appel d'intérêt au privé pour réaliser ce nouveau lien autoroutier. Pour propulser l'économie du Québec, on doit prendre en main l'avenir de la grande région de Québec. Et pour bâtir l'avenir, on doit doter notre capitale de modes de transport structurants, puis on doit avancer sur l'ensemble de ces projets en même temps. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On sait, les conflits internationaux créent de l'incertitude, de l'instabilité, qui poussent nos démocraties à repenser leur stratégie de défense. Partout en Occident, les gouvernements ont choisi d'augmenter significativement leurs investissements en défense. Avec son expertise, notamment en aérospatiale puis en intelligence artificielle, le Québec doit faire connaître et reconnaître ses forces en allant chercher d'ambitieux contrats. Je sais que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est déjà à l'œuvre pour décrocher les contrats qui vont reconnaître le talent des Québécois à sa juste valeur. Alors, je suis convaincue qu'il va y arriver et il a toute ma confiance. Notre troisième priorité, rénover nos infrastructures. Au Québec, il est temps de prendre soin de ce que nos parents et nos grands-parents ont construit. Dans les dernières décennies, beaucoup d'investissements ont été faits pour construire de nouvelles infrastructures plutôt que pour entretenir celles déjà existantes. On peut se le dire sans se tromper qu'avant 2018, ce n'était pas une priorité. On a hérité d'infrastructures en mauvais état. Aujourd'hui, les conséquences de ces choix, ils sont bien visibles. Nos hôpitaux, nos écoles, nos routes ont besoin d'amour, puis on doit leur en donner rapidement. À l'avenir, on doit couper moins de rubans,
et faire de meilleurs investissements. On doit opérer en fait un grand rattrapage. Dans le jargon, on appelle ça prioriser le maintien d'actifs. C'est ce qu'on va faire pour rattraper le retard des 50 dernières années. Mais dans le cas de certains hôpitaux, on doit se rendre à l'évidence. Leur état de dégradation est trop avancé pour que ça vaille la peine de les rénover. Parfois, on doit agrandir ou encore construire de tout nouveaux hôpitaux. Je pense aux hôpitaux de Mont-Laurier, de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, à l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville, dans le centre du Québec, à l'hôpital de Gatineau, en Outaouais, à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec, et enfin aux hôpitaux Hôtel-Dieu de Lévis et Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Il y a près d'un mois, on a investi près de 475 millions dans la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital à Lévis. Et il y a près de 2 semaines, on a débloqué 700 millions pour garantir la modernisation et l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. D'ailleurs, le PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal est avec nous aujourd'hui et je tiens à le saluer pour son excellent travail. Maintenant, on passe à l'action. Notre 4e priorité, simplifier les services de l'État. Les Québécois paient assez d'impôts, ils ont le droit de s'attendre à de meilleurs services. Des services plus simples, plus efficaces, plus accessibles. En matière de santé, notre réseau public doit s'adapter au monde d'aujourd'hui. On doit utiliser davantage les nouvelles technologies pour simplifier l'accès aux soins, pour améliorer l'expérience des Québécois. Pour ce faire, notre nouveau gouvernement a confié un mandat clair à la ministre de la Santé. Elle doit lancer des projets pilotes de salles d'attente virtuelles dans les urgences. Elle doit faciliter l'accès aux professionnels de la santé via des consultations virtuelles. Lorsqu'on parle du système de santé, je pense notamment à nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec moderne, il ne faut jamais l'oublier, puis on leur en doit beaucoup. Alors, si on veut prendre soin de nos aînés comme il faut, on doit leur donner accès aux services dont ils ont besoin. On doit leur permettre de vieillir dignement dans le confort de leur maison. On doit leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible. Et pour y arriver, on va ajouter 1 million d'heures en soutien à domicile. Les services de soutien à domicile, c'est de l'aide pour faire le ménage, préparer les repas, se laver, s'habiller. C'est de l'aide que certains de nos aînés ont besoin pour continuer de vivre là où ils le souhaitent vraiment, à savoir dans leur maison, dans leur région. Très souvent, cette aide-là leur permet d'y rester pendant quelques années de plus. Dorénavant, plus d'aînés vont pouvoir en bénéficier. En matière d'éducation, notre nouveau gouvernement a une vision très claire. Il n'est pas question de couper dans les services aux élèves. L'éducation, c'est le plus important levier d'émancipation socio-économique. C'est un réel ascenseur social. Les gouvernements ne pourront pas couper dans l'éducation dorénavant et devront assurer un soutien optimal à la jeune génération. Alors, je vous annonce donc que notre gouvernement protégera le budget des services aux élèves de toute future compression budgétaire. En matière de sécurité intérieure, on a beaucoup à faire. Il y a d'abord la réforme de la loi P38 qu'on doit faire adopter. Elle sera portée par la ministre de la Santé. Je demande la collaboration de toutes les oppositions pour venir en aide aux personnes atteintes de graves troubles mentaux qui représentent un risque pour leur propre sécurité et celle d'autrui, pour soutenir leurs familles aussi et pour protéger la population québécoise dans son ensemble. Au début de mon discours, j'ai mentionné qu'en permettant à plus de femmes d'occuper des fonctions d'importance, notre société a beaucoup progressé. C'est vrai, Madame la Présidente, mais on doit en faire plus pour la cause des femmes. On doit en faire plus pour les protéger. Ces dernières années, il y a un travail colossal qui a été effectué pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Le déploiement des bracelets anti-rapprochement, l'augmentation du nombre de places en maison d'hébergement, la création du tribunal spécialisé en matière de violences conjugales, violences sexuelles, et conjugales,
ont beaucoup aidé. Puis malgré tout, ça ne suffit pas. Depuis le début de l'année, 9 féminicides ont eu lieu. Pensons-y. 9 féminicides. Comme société, on doit refuser ça. Comme femme, comme première ministre, je refuse ça. Et je refuse que les femmes soient victimes de violences. Un point, c'est tout. Il faut que ça cesse. Et on doit prendre tous les moyens nécessaires pour éviter de tels drames. Madame la Présidente, lors de l'assermentation de notre nouveau gouvernement, j'ai dit à toutes les femmes victimes de violences conjugales que je n'allais pas les oublier. À toutes ces femmes, puis à leurs proches, je leur dis, je ne vous ai pas oubliés. Je vous annonce que notre gouvernement va déposer un projet de loi inspiré de la loi de Clare. Projet de loi, les femmes qui craignent pour leur sécurité auront le droit de savoir si leur conjoint a un passé violent. Lorsqu'il y a un risque sérieux ou immédiat pour leur sécurité, les policiers pourront informer les femmes du passé de leur conjoint. Je demande la collaboration de toutes les oppositions pour travailler avec nous et pour faire adopter cet important projet de loi. Puis avec les organismes qui aident les victimes, on va s'assurer de mieux protéger les femmes. Notre 5e priorité, protéger notre identité. Notre identité nationale, c'est fondamental. C'est ce qu'on a de plus précieux au Québec. Depuis plus de 400 ans, elle définit notre nation. Être nationaliste, c'est plus que de tenir des beaux discours sur notre langue, notre culture puis nos valeurs. Ça veut aussi dire prendre les moyens nécessaires pour faire respecter le choix du Québec. Les choix du Québec. C'est ce qu'on a fait avec la loi 21, avec la loi 96. C'est essentiel de préserver ces acquis pour notre nation. C'est ce que les Québécois nous demandent, puis c'est ce qu'ils attendent de nous. Alors, je vous annonce que demain, le ministre de la langue française déposera un projet de loi pour renouveler dès maintenant la clause de souveraineté parlementaire, la clause dérogatoire sur la loi 96. Bravo! Comme première ministre, quand j'entends des partis politiques ou des groupes de la société civile dénoncer l'utilisation de ces clauses, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est l'outil démocratique le plus important pour notre nation, pour exprimer la volonté du peuple québécois. Grâce à cet outil, on affirme haut et fort qui nous sommes. En 1988, le premier ministre Robert Bourassa reconnaissait clairement son importance, la nécessité de l'utiliser. Il affirmait en fait que la clause dérogatoire nous donne la sécurité juridique dont on a besoin pour appliquer un programme qui reflète la volonté de la plupart des Québécois. La grande majorité des Québécois, ils veulent protéger le français au Québec. La grande majorité des Québécois veulent aussi protéger la laïcité. On doit donc prendre tous les moyens nécessaires pour protéger le français et la laïcité au Québec. Et ça passe nécessairement par l'utilisation de la clause dérogatoire. Notre nouveau gouvernement espère que tous les parlementaires seront derrière lui pour défendre nos lois, pour défendre les intérêts du Québec. Ici, c'est l'intérêt supérieur du Québec qui est en jeu. Mais au-delà de la loi 96, on doit trouver d'autres façons de renforcer la langue française au Québec. Si on veut freiner son déclin. Si on veut freiner son déclin, c'est la chose à faire. Alors, je vous annonce
que le ministre de la langue française déposera aussi un projet de loi pour appliquer la loi 101 à la formation professionnelle et à la formation aux adultes. 10 000 élèves de plus vont alors être diplômés en français chaque année. Et là encore, notre nouveau gouvernement demande la collaboration de tous les parlementaires pour faire adopter rapidement ce projet de loi. En matière d'immigration, les Québécois sont très accueillants. Et tout ce qu'on veut, c'est que les immigrants parlent français, qu'ils partagent nos valeurs, qu'ils travaillent et qu'ils contribuent à la société. Puis c'est aussi ce que souhaite la vaste majorité des immigrants. Et pour leur permettre d'y arriver, on doit avoir une approche responsable en immigration. Tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont déjà intégrés et qui vivent déjà dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité et de pouvoir rester au Québec. Alors, je vous annonce donc que le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration rouvrira le programme de l'expérience québécoise pour 2 ans. Au sujet de l'immigration, moins de 48 heures après mon assermentation comme première ministre, je me suis rendue à Ottawa pour rencontrer le premier ministre du Canada, Mark Carney. Puis j'ai été très claire avec lui. Je lui ai dit qu'au Québec, on a une capacité d'accueil limitée, du fait de notre langue, de notre culture, et du fait de notre capacité financière, qui est aussi limitée. J'ai directement abordé avec lui la question des demandeurs d'asile. Le gouvernement fédéral doit faire sa part pour mieux les répartir à travers le Canada et pour rembourser les frais encourus par le gouvernement du Québec pour les accueillir. Maintenant, je m'attends à ce que le fédéral fasse sa part sur cet enjeu et qu'il devienne un meilleur partenaire pour le Québec. Pour protéger notre identité, on doit aussi faire vivre notre culture. Notre culture, c'est l'âme de notre nation. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous unit. Et si on souhaite qu'elle perdure, on doit la transmettre à nos enfants. À l'heure actuelle, de moins en moins de jeunes consomment la culture québécoise. Ils ne regardent plus vraiment la télévision traditionnelle. Ils regardent plutôt les plateformes de diffusion en ligne comme Netflix, comme Disney, où les contenus québécois et francophones sont très difficiles à repérer. Alors, ils sont de moins en moins exposés à la culture québécoise. Et le problème avec les géants du numérique et leurs plateformes, c'est qu'ils rendent invisibles les contenus québécois. C'est vrai pour les films, les séries, les livres, la musique. Les œuvres québécoises sont trop dispersées parmi l'ensemble des contenus disponibles. Alors, on doit s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation. Si on veut prendre en main notre avenir, on doit prendre en main notre culture. Alors, dans les prochaines semaines, le ministre de la Culture va poursuivre son travail sur la présence de contenus québécois et francophones sur les plateformes de diffusion en ligne. Et d'ici notre fête nationale, il va aussi donner suite au rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel pour assurer la pérennité et le rayonnement de notre culture. Grâce à lui, nos jeunes et nos nouveaux arrivants pourront être davantage exposés à la culture québécoise. Et grâce à lui, nos artistes et nos artisans seront soutenus. On le sait, les régions sont au cœur de notre identité. Chacune contribue fièrement à ce que nous sommes. Chacune contribue fièrement à notre rayonnement à l'international. Et pour continuer de le faire, chaque région doit avoir une voix forte à l'Assemblée nationale. Alors, je vous annonce que le ministre responsable des institutions démocratiques, sur recommandation du ministre délégué aux régions et du Conseil des régions, va déposer un projet de loi pour revoir une partie de la carte électorale. On doit l'adopter avec toutes les oppositions. Parce qu'on doit s'assurer que chacune de nos régions ait une voix forte à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à la Gaspésie et à son immense territoire. C'est crucial que la Gaspésie soit bien représentée. Alors, on va défendre toutes nos régions avec détermination.
Notre gouvernement est nationaliste. Notre gouvernement est autonomiste. Ce qu'on vise, c'est plus d'autonomie à l'intérieur du Canada. Plus d'autonomie pour prendre nos propres décisions. Plus d'autonomie pour protéger notre identité et plus d'autonomie pour développer notre économie. Le gouvernement précédent a posé des gestes forts pour protéger notre langue, notre culture, nos valeurs. Pensons à la loi 21 pour affirmer la laïcité de l'État, à la loi 96 pour renforcer la protection du français, à la loi sur l'intégration à la nation québécoise. On a même inscrit dans la Constitution canadienne que les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec. Dans cette même volonté d'affirmation nationale, notre nouveau gouvernement va aller plus loin. On souhaite adopter une Constitution du Québec pour accroître l'autonomie de notre nation au sein de la Fédération canadienne. Une Constitution, c'est la loi des lois. Ça permet de rassembler une nation puis d'affirmer clairement son existence. Ça permet de protéger son identité, ses valeurs. Ça permet de renforcer le pouvoir des institutions démocratiques. Et c'est pourquoi le Québec doit se doter d'une Constitution. Le projet qu'on propose, il est très simple. C'est d'accroître l'autonomie politique du Québec. C'est d'affirmer que l'égalité entre les hommes et les femmes doit toujours primer sur la liberté de religion. Et c'est se distinguer, une bonne fois pour toutes, du modèle canadien de multiculturalisme. Cette Constitution du Québec, on en a besoin et on la propose pour tous les Québécois. Pour ce projet, on a tenu les plus vastes consultations publiques de la dernière décennie. On a pris bonne note des recommandations et on a aussi beaucoup écouté. Et on va continuer de le faire, entre autres, avec les Premières Nations et les Inuits. Parce qu'on doit renforcer nos relations de nation à nation. Maintenant, il faut avancer. Avec le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, on a quelques semaines devant nous pour étudier cet important projet de loi. Alors, je demande la collaboration de tous les parlementaires. Si on travaille tous ensemble, avec sérieux, avec rigueur, on est capable de donner au Québec une Constitution dont on sera fier. Et en terminant, Madame la Présidente, je veux m'adresser directement aux Québécois et Québécoises. La pire chose qu'on pourrait faire dans le contexte actuel, c'est de se diviser, de refaire le passé, de reculer. Notre nation doit plutôt prendre son avenir en main. On doit se rassembler, bâtir l'avenir, puis avancer. Avec notre nouveau gouvernement, on a un plan clair pour y arriver. Pour bâtir l'avenir de nos familles et de nos aînés. Pour bâtir l'avenir de nos entrepreneurs et de nos travailleurs. Pour bâtir l'avenir de nos jeunes. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est de l'audace. Alors, soyons audacieux, prenons notre avenir en main et bâtissons l'avenir du Québec. Madame la Présidente, conformément à l'article 45 de notre règlement, j'invite l'Assemblée nationale à adopter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale approuve la politique générale du gouvernement. Bravo.
bien, merci, Madame la Première ministre. Votre motion est présentée et je lève donc la séance. Et conformément aux dispositions du règlement, les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mercredi 6 mai 2026 à 9h40. Bonne fin de journée tout le monde.